Bonjour, donc une vidéo pour résumer le chapitre 2 de géologie, la formation d'une chaîne de collision, avec l'exemple des Alpes. Alors pour expliquer la mise en place d'une chaîne de collision, on possède aujourd'hui un modèle admis, qui est résumé par cette diapositive et qui comprend en fait deux périodes. Une première période qu'on appelle une phase d'extension, où on est donc en extension, les contraintes exercées dans la région sont en extension, et cette première période de l'histoire d'une chaîne de collision va en fait conduire à deux étapes. La période qu'on appelle le rifting continental ici, qui va donc agir sur la côte continentale, et une période donc de naissance de l'océan. Dans ce modèle, on admet qu'une CC au départ homogène subit des forces d'extension, donc en fait s'amincit, se fracture. Ici on voit des blocs basculés limités par des failles normales, ce qui va faire naître un rift continental, et ce rift continental est la première étape vers la naissance d'un océan qu'on appellera l'océan alpin. Et ici cet océan alpin est bordé par ce qu'on appelle une marge passive continentale, côté Europe, côté Afrique. Donc ça c'est la première phase de l'histoire d'une chaîne de collision. Ensuite la deuxième période de la phase de la mise en place d'une chaîne de collision est la phase de compression. Ici les contraintes changent, on rentre en phase de compression. En fait c'est lié à l'ouverture de l'océan Atlantique Sud qui fait remonter l'Afrique. Donc le continent africain remonte en direction du continent Europe, donc on est dans une phase de compression. Là aussi donc deux moments clés. La phase de subduction de l'océan alpin, on est obligé, si on veut que deux marges continentales rentrent en collision, faire disparaître par subduction l'océan alpin. On verra aussi qu'il est lié à une subduction continentale. Et l'autre période, c'est la phase de collision au sens strict, lorsque les marges européennes et africaines rentrent en collision, se cognent. Voilà, donc votre travail à vous, ce n'est pas simplement de raconter ce modèle, mais surtout de trouver aujourd'hui dans les Alpes des marqueurs, des arguments, des preuves de ce scénario. Donc je vais résumer ici les principales preuves marqueurs de ce scénario. Donc je vais commencer par les preuves de la phase d'extension, donc d'une chaîne de collision, et les premiers marqueurs sont les marqueurs de la présence d'un océan et de son expansion. Quelles sont dans les Alpes les preuves qu'il y a eu une période où un océan est né et a grandi. Donc ce premier argument, vous l'avez au niveau du Chenaillé qui est au sommet des Alpes. Ce massif du Chenaillé, en fait, qu'on retrouve ici, est composé de trois domaines. Un domaine composé de péridotites serpentinisés, métamorphisés, un domaine de métagabbro aussi, et de basalte en coussin. Et rappelez-vous, cette association péridotite gabbro basalte en coussin, ce qu'on appelle aussi des pilolavas, représente tout simplement un morceau du lithosphère océanique. Donc aujourd'hui, dans les Alpes, on a un vestige d'un océan alpin. Ce morceau du lithosphère, aujourd'hui charrié sur le continent Europe, est bien la preuve qu'il existait au début de l'histoire des Alpes, un océan qui séparait la marge européenne de la marge africaine. Alors on peut utiliser ce diagramme pression-température pour affiner un peu notre modèle. En fait, on peut positionner les métagabbros qu'on trouve au Chenaillé sur ce diagramme. On trouve donc des métagabbros en blinde et on trouve aussi des métagabbros à chlorite actinote qu'on appelle des schistes verts. Et en fait, le fait de trouver ce type de métamorphisme dans les gabbros du Chenaillé montre que cette lithosphère a subi une expansion et donc un refroidissement. Et donc le métamorphisme qu'a subi le gabbro est un métamorphisme qu'on qualifie de basse température, basse pression, et qui traduit justement l'expansion de l'océan alpin. Donc il y a bien eu un océan qui est né, et en plus de ça, il a subi une expansion qui a provoqué les métamorphismes des gabbros et de la péridotite. Donc si je résume ici, le Chenaillé, c'est un premier sommet que vous pouvez citer, et qui est en fait une ophiolite, et la présence dans cette ophiolite de roches comme les schistes verts, les métagabbros en blende témoigne d'un océan et surtout de son expansion, qui se traduit par cette baisse de température. Donc si je résume, deuxième preuve et deuxième marqueur que vous avez à connaître pour la phase d'extension des Alpes, ce sont les marqueurs justement de la naissance d'un océan. Un océan né par rifting continental, c'est-à-dire fracturation de la croûte continentale. Et pareil, si on se promène du côté de Bourdoisan dans les Alpes, on s'aperçoit ici qu'on a dans le paysage, c'est un schéma du paysage autour de la région de Bourdoisan, on a des morceaux de CC ici, qui sont limités par des failles normales. Donc en fait on retrouve ce qu'on appelle des blocs basculés, un bloc de la Mure, Taillefer, Grande Rousse, limités chacun par des failles normales. On retrouve donc des sédiments qui sont déposés lors de ce rifting continental, les pré-rifts, les Saint-rifts et les post-rifts. Donc on a ici dans le paysage un vestige d'une marge passive. Si on regarde la carte géologique, toujours pareil, Grenoble on va à l'intérieur des Alpes, on s'aperçoit que la CC est décomposée, donc découpée en plusieurs blocs, 5 blocs, limités par des failles normales. On voit ici les grandes cassures qui séparent ces blocs basculés. Et donc ce paysage en fait n'est rien d'autre que cette
traduit en fait cette période, le rifting continental, le moment où la CC de cette région a subi un étirement, ce qui a conduit à son amincissement, à sa fracturation. Et les blocs basculés qui représentent aujourd'hui des hauts sommets des Alpes étaient justement ces blocs basculés qui délimitent la marge passive qui borde l'océan alpin. Donc il y a bien eu un océan alpin, et cette marge passive en témoigne. Donc là on a apporté les arguments de cette première phase de l'histoire d'une chaîne de collision, sa phase d'extension, avec la mise en place d'un rifting continental et la naissance de l'océan alpin et son expansion. Donc si je résume ces marqueurs au niveau de ce schéma, on vient de voir les marqueurs de l'expansion. Vous devez retenir la présence donc dans les Alpes actuelles d'un vestige de cette marge passive. On retrouve aujourd'hui du côté européen des blocs basculés limités par des failles normales. C'est bien la preuve qu'il y a eu un rifting continental, prémisse de l'océanisation, et on a même évidemment, avec l'ophiolite du Chenaillé ici, la preuve que cet océan alpin existait, et on a aussi, avec le métamorphisme basse température, basse pression, la preuve qu'il a subi, cet océan, une expansion. Ensuite, donc, on rentre dans la deuxième phase de l'histoire d'une chaîne de collision, sa phase de compression. Rappelez-vous, les contraintes changent et on est en convergence en compression. Le premier marqueur que vous allez devoir mettre en évidence sont les marqueurs de la phase de subduction. L'océan alpin disparaît par subduction. La preuve est présente aussi au niveau des Alpes au niveau d'un autre complexe ophiolitique qui se traduit par le sommet qu'on appelle le mont Viso. À cet endroit, on trouve donc des métagabbro-glaucophanes, des éclogites. Et rappelez-vous, ces roches qui sont des métagabbros témoignent d'un métamorphisme différent, puisqu'on est dans un métamorphisme de basse température. Les associations minéralogiques témoignent d'une température modeste pour une pression importante. Donc ce métamorphisme particulier de basse température haute pression est un métamorphisme qui traduit une zone de subduction. Je peux repositionner ces roches du mont Viso sur ce diagramme pression-température. On retrouve aussi donc les schistes bleus, les éclogites, et ces associations minéralogiques, ces roches, témoignent en fait, sont la preuve que la lithosphère océanique a été entraînée en subduction et qu'elle a subi un métamorphisme de basse température haute pression, qui correspond bien au géotherme de subduction. Donc le mont Viso est aussi une ophiolite, au même titre que l'ophiolite du Chenaillé, mais une ophiolite qui a subi un métamorphisme plus poussé, puisqu'on a la présence de schistes bleus et d'éclogites, qui sont des roches qui témoignent de haute profondeur, haute pression, mais une température modeste, donc des preuves de la subduction de l'océan alpin. Donc on vient de valider cette étape du modèle alpin, la disparition, la fermeture de l'océan alpin par subduction. On en profite aussi pendant ce chapitre pour rappeler le moteur de la subduction. Donc 3 paramètres vont expliquer la subduction de la lithosphère océanique, en fait son hydratation, son refroidissement et son épaississement. En effet, on voit ici qu'au niveau de l'axe dorsal, plus on va s'éloigner de la dorsale, plus la lithosphère océanique vieillit, donc elle va se refroidir et elle va s'épaissir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet épaississement en fait ne correspond pas à la croûte océanique. La croûte océanique maintient ses 6 km d'épaisseur. Par contre, ce qui augmente d'épaisseur, c'est le manteau lithosphérique. Et comme elle s'épaissit en manteau lithosphérique, on va voir que sa densité moyenne augmente avec son âge. Alors pourquoi elle s'épaissit? Parce que tout simplement, comme elle se refroidit avec l'âge, l'isotherme 1300 degrés s'abaisse. Et donc, elle s'épaissit en gagnant du manteau lithosphérique de densité 3,3. Si on veut, pour raisonner, prendre 3 exemples simples, concrets, ici au niveau 1, j'ai 6 km de densité 2,9 plus 10 km de densité 3,3, ce qui fait une moyenne de 3,15. Donc la lithosphère océanique a une densité inférieure à la densité de la sténosphère qui est 3,25. Ici, elle s'épaissit puisqu'elle se refroidit en gagnant du manteau lithosphérique. Donc j'ai toujours 6 km de densité 2,9, mais cette fois-ci j'ai 20 km de densité 3,3, ce qui fait une densité moyenne de 3,20. Et quand on s'éloigne encore de la dorsale, comme elle se refroidit encore, l'isotherme 1300 s'abaisse, il fait 1300 degrés mais à plus forte profondeur. Du coup, elle gagne encore en manteau lithosphérique, ce qui fait qu'elle a une densité, donc 6 km de densité de 9, plus 60 km de densité à 3,3, ce qui lui fait une densité moyenne de 3,26, supérieure à la densité de la sténosphère. Donc techniquement, elle coule et elle peut rentrer en subduction. Voilà le moteur de la subduction de la lithosphère océanique. Toujours dans la période de compression de la chaîne de collision, n'oubliez pas un dernier argument, c'est le marqueur de la subduction continentale. En effet, lorsqu'une croûte océanique plonge par subduction, elle exerce une force de traction tellement importante qu'elle entraîne avec elle un morceau de CC. Et donc on admet aujourd'hui qu'une partie de la lithosphère continentale ici plonge elle aussi en subduction. Alors la preuve de cette subduction continentale, on la retrouve toujours pareil dans le massif des Alpes, dans le domaine de Dora Maria, on a ce qu'on appelle un faciès acoésite. Alors l'acoésite c'est quoi?
La coésite, c'est tout simplement une forme particulière de quartz. Ici, le quartz et la coésite sont présents. Et en fait, ce que vous devez admettre, c'est que pour fabriquer la coésite, il faut prendre un quartz et l'entraîner vers une profondeur importante, de l'ordre de 120 km, pour lui faire subir un métamorphisme d'ultra haute pression. Et donc la présence dans les Alpes de coésite traduit que le quartz, qui est le minéral de la CC, a été entraîné par subduction à des profondeurs conséquentes. Et c'est là où il est devenu coésite. Donc on a aussi une preuve de la subduction continentale. Si on résume donc les marqueurs de cette phase de compression, vous avez à retenir les marqueurs de la subduction océanique. Le mont Viso est justement un marqueur fort de cette subduction de la lithosphère océanique avec son métamorphisme de haute pression basse température. Et vous avez aussi des marqueurs de la subduction continentale avec dans les Alpes la coésite qu'on trouve dans le domaine de Dora Maria et qui témoigne de cette subduction continentale. Pour finir la phase de compression d'une chaîne de collision, donc le marqueur qu'on appelle les marqueurs de la collision sans strict. Vous vous rappelez que là on a deux lithosphères continentales qui vont s'affronter, se cogner, puisque la lithosphère océanique a disparu, et cette collision va entraîner cet écaillage. On a une fracturation d'un morceau en écailles de CC, on appelle ça des écailles crustales, qui vont s'empiler les unes sur les autres, avec donc le principe du charriage. On a aussi ici des roches, par exemple des roches comme des granites, qui vont du coup être enfouies sous différentes nappes de charriage, et c'est là que les conditions de métamorphisme vont changer, les conditions de température de pression vont changer, et que les granites vont donner des gneiss, voire des mégmatites. Rappelez-vous qu'en profondeur, là on est sous le niveau 0, en profondeur on retrouve les phénomènes de charriage, de chevauchement, on a des écailles crustales qui correspondent à des morceaux de CC fracturés limités par des failles inverses qui se chevauchent, s'empilent, ce qui forme évidemment un relief profond ou une racine crustale. Donc ça c'est des marqueurs forts de la collision. Si on résume sur ce schéma bilan les marqueurs de la collision, en surface, vous vous rappelez, vous avez les plis, les failles inverses, les chevauchements, les charriages. Vous avez aussi des charriages profonds, des nappes ou des écailles crustales qui s'empilent. Donc globalement, vous fabriquez un relief de surface ou un relief important de profondeur qu'on appelle la racine crustale. N'oubliez pas aussi, vous avez des arguments pétrographiques avec la présence de gneiss, de mégmatites qui vont se mettre en place lors de cet épaississement crustal. Voilà, donc pour retenir, vous avez à présenter différents marqueurs de l'histoire d'une chaîne de collision. Donc vous avez les marqueurs qui prouvent l'histoire océanique, la phase de distension d'une chaîne de montagne. Vous avez les traces d'une ancienne marche passive qu'on trouve aujourd'hui vers Bourdoisan, qui témoigne justement de la fracturation de la CC et de la naissance de l'océan en fait. Vous avez dans les Alpes toujours le complexe phylétique du Chenaillé qui témoigne d'un océan, et via le métamorphisme associé de l'expansion de l'océan alpin. Donc ça c'est des marqueurs forts de l'océanisation, de la phase océanique de l'histoire des Alpes. Vous avez ensuite les marqueurs d'une phase de compression qui vont conduire à une subduction. Donc rappelez-vous, vous avez les métagabbros à glucophane, schiste bleu éclogie du mont Viso, qui témoignent d'un métamorphisme de basse température et de pression, donc d'une zone de subduction. La preuve que l'océan alpin a disparu par subduction. Vous devez connaître aussi le moteur de cette subduction, qui est lié au vieillissement, au refroidissement de la lithosphère océanique et à son épaississement. Vous avez aussi, n'oubliez pas, les traces de la subduction continentale avec la coésite, qui est une forme de quartz particulier de Dora Maria. Et vous pouvez aussi être amené à citer les arguments, les preuves, les marqueurs de la collision. Alors là, ils sont nombreux. On a vu les plis, les failles inverses, les chevauchements, l'empilement de nappes de charriage qui sont à l'origine donc d'un raccourcissement horizontal, d'un épaississement vertical, de surface comme de profondeur avec la mise en place de la racine crustale. Voilà.